c'est quoi l'avenir des phytotechnologies au Québec? Hein, on le sait, le vocabulaire de phytotechnologie, ça fait relativement peu de temps qu'on l'utilise, somme toute, un peu plus qu'une décennie, et on voit que c'est quelque chose qui risque d'aller en augmentant parce qu'on doit rendre nos villes plus résilientes. Et quand on est pris, comme je le disais tout à l'heure, avec du béton partout ou avec un cadre bâti construit, bien, il faut vivre avec. Et je vote vraiment, moi, pour le développement des pelouses phytotechnologiques. Là, j'ai vraiment hâte de voir des pelouses qui servent à d'autres choses que réveiller les voisins le samedi matin quand la tondeuse passe. Donc, on a fait une autre étude, justement, qui avait pour objectif de fournir une vision holistique des éléments positifs et négatifs liés aux principales pratiques de phytotechnologie et aussi de mieux cerner leurs freins à une diffusion au Québec. Hein? Pourquoi, en ce moment, on sait qu'il y a quelques toits verts un peu partout à Montréal, mais pourquoi il n'y en a pas à grandeur? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi elles ne sont pas plus omniprésentes ou plus utilisées? Et bien, la conclusion, c'était de formuler des recommandations à l'attention des différentes parties prenantes qui sont impliquées dans le monde phytotechnologique pour justement voir l'essor, le déploiement de ces technologies-là. Alors, pour cette étude-là, la méthodologie qu'on a employée, en fait, ça a été de justement participer à l'organisation du 12e colloque de la Société québécoise de phytotechnologie en avril 2018. Et on a enregistré toutes les conférences et Didier a passé tout l'été à revisionner les conférences et écrire exactement tous les propos que soit les panélistes, les conférenciers ou même le public avaient dit pour être certain d'avoir un bon portrait de c'est quoi l'état des phytotechnologies. Donc, on a choisi de focusser sur 4 phytotechnologies, soit les biorétentions, la stabilisation de pente, les toitures végétalisées et les marais filtrants. Et on a pris tout ce qui s'est dit dans la journée sur ces technologies-là pour faire ce qu'on appelle en bon français un SWOT analysis. Donc, pourquoi SWOT? C'est pour Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats, donc les forces, faiblesses, contraintes et opportunités des phytotechnologies qu'on a réparties comme étant soit bénéfiques, donc les forces et les opportunités, ou nuisibles, les faiblesses et les menaces, qui proviennent de l'interne de la phytotechnologie elle-même. Donc, qu'est-ce que la phytotechnologie en soi a comme contrainte technique, par exemple? Par opposition à ce qui est externe, qui sont les opportunités ou les menaces. Par exemple, une menace, ça peut être que si on stabilise tout le temps nos pentes le long des autoroutes avec du béton, bien, on n'aura jamais de place pour mettre de la végétation là. Donc, une menace provient de l'extérieur et n'est pas inhérente à la technologie elle-même. Alors, ça a été un gros travail de compilation et vous êtes chanceux parce que je vais vous éviter les horribles matrices qui tiennent sur plusieurs pages pour chacune des technologies. Je vais seulement vous parler des points saillants, mais sachez que l'étude entière se trouve sur le site web de la Fondation David Suzuki depuis hier soir. Donc, on va parler d'abord des systèmes de biorétention. On nous l'a dit tout à l'heure avec Jacques, les biorétentions, en fait, c'est une façon de capter l'eau de pluie, d'essayer de la retenir un peu plus longtemps sur un territoire pour éviter qu'elle s'en aille directement dans les canalisations d'égouts et puis qu'elle puisse causer des surverses, par exemple. Donc, on va vouloir aussi, à certains endroits, infiltrer l'eau dans le sol. Et le bénéfice de biorétention, c'est aussi qu'ils peuvent permettre de filtrer une partie de l'eau qui passe. C'est sûr, si c'est une eau ultra polluée dans un endroit, on ne veut pas qu'elle s'infiltre directement dans le sol. On va mettre une membrane, on va mettre un égout pour que l'eau soit traitée plus loin en aval. On veut juste la ralentir. Mais si c'est une eau de bonne qualité, bien, on peut l'infiltrer localement et ça va aider à recharger la nappe phréatique qui, par ailleurs, ne se recharge pas très bien quand on a bétonné l'entièreté de toutes nos rues, nos trottoirs et nos édifices. Alors, les biorétentions existent depuis plus de 20 ans là, que la technique se développe. On a d'ailleurs une grande spécialiste des biorétentions avec nous aujourd'hui, Danielle Dagenet, qui est là. Et au Québec, c'est apparu vers la fin des années 2000. Et comme Jacques le disait, bien, c'est en plein essor. C'est une des phytotechnologies qui semble avoir eu une oreille attentive de la part des municipalités. Et on commence à les intégrer à différents endroits. Ce qui ressort de notre analyse, c'est qu'il faut vraiment promouvoir la co-conception des biorétentions. Pourquoi? Parce que si on a un concepteur qui fait un beau plan d'aménagement et qui ne parle pas avec le constructeur, bien, ça se peut que lui, la pente de 1 ou 2 % qu'il avait mis sur le stationnement soit aplanie par le constructeur qui va dire, ben non, la pente, elle ne peut pas aller vers les plantes, il faut qu'elle aille vers l'égout et il va redresser les plans comme ça. Puis ensuite, il y a la personne qui va être en charge de l'entretien au bout du fil qui va se dire, oh mon Dieu, les bosquets, il faut que je les taille en petites boules puis je vais rajouter plus de fleurs alors qu'en fait, on
on voudrait des plantes dont les racines permettent l'infiltration de l'eau dans le sol, puis on ne veut pas nécessairement fertiliser trop une biorétention si on veut que l'eau s'infiltre dans le sol. Donc, c'est pour ça que ça prend une co-conception. Il faut aussi sensibiliser la population justement par rapport à cet enjeu-là de fonctionnalité versus d'esthétisme. Si un citoyen dit, ben là, au coin de chez nous, là, la plate-bande qu'ils ont aménagée a fait pépic, là. Il n'y a pas de grosses fleurs dedans, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais c'est une biorétention, c'est pas là pour être absolument magnifique, c'est là pour être fonctionnel. Donc, avec une certaine éducation de la population, on va pouvoir leur faire comprendre que certains systèmes sont là pour une fonction en particulier et non pas juste pour le plaisir de leurs yeux. Ensuite, il faut évidemment répondre aux appréhensions communément formulées. Par exemple, si je fais des biorétentions, je vais-tu me ramasser avec plus de moustiques qui transportent le virus du Nil parce que ça peut être un problème de santé publique? Bien, les biorétentions sont conçues pour avoir évacué l'entièreté de l'eau en 24 à 48 heures normalement, puis c'est pas assez pour le cycle de vie entier du moustique. Donc, répondre à ces craintes-là qui sont communément formulées, et il y en a beaucoup des mythes et des appréhensions face aux biorétentions. Et ensuite, freiner la minéralisation des nouvelles surfaces le plus possible. Ça serait ça l'idéal. Mais quand on n'a pas le choix ou quand il faut travailler avec une surface qui est déjà minéralisée, c'est là qu'on peut voir le potentiel des biorétentions. Autre chose, la stabilisation des pentes à l'aide des végétaux. Donc, évidemment, si on a une pente qui est sensible à l'érosion, on va vouloir utiliser des plantes avec leurs ancrages de racines pour stabiliser le sol. Là, c'est sûr qu'il y a toujours une stabilisation mécanique à grande échelle qui doit être faite parfois à l'aide de grosses roches, de béton, etc. Mais dans plusieurs occasions, on va mettre des grosses roches du béton à grandeur de la pente et on va oublier d'utiliser les végétaux, pas seulement pour leur aspect esthétique. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Au Québec, c'est probablement le ministère des Transports qui est le plus grand stabilisateur de pente à l'aide de végétaux. Ce serait vraiment intéressant de remonter dans le temps un peu, voir comment ils l'ont fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a bien été dans leur projet pour mettre de l'avant la stabilisation des pentes à l'aide des végétaux. Peut-être aussi mettre à jour des guides du MDD-ELCC, par exemple, pour que les gens qui veulent des termes de référence clairs pour la stabilisation de pentes à l'aide des végétaux puissent le faire. Dresser un bilan québécois, où est-ce qu'on en a, où est-ce que ça fonctionne, et ne pas toujours chercher à intervenir. Ça se peut que les cours d'eau aient besoin d'un espace de liberté. On n'est pas obligé d'emmurer les cours d'eau partout. Et là, bien évidemment, je vois M. Bigra qui hoche la tête, dit oui, laissez-les tranquilles, les cours d'eau. Parfois, c'est correct que ça méandre. Autre technologie, les marais filtrants. Dans le cas des marais filtrants, ils ont été introduits au Québec au début des années 90 et on voit à l'échelle du Québec environ 350 systèmes résidentiels qui ont été implantés et une centaine de stations municipales ou d'institutions, commerces, et il y en a une douzaine d'industriels qui fonctionnent comme ça au Québec. Les marais filtrants, Jacques va vous le dire, ça fonctionne. Mais on a plusieurs problèmes pour les mettre de l'avant. Notamment, c'est sûr qu'on a un contexte froid au Québec et il y a des gens qui disent, mais quand ça gèle, ça ne fonctionnera plus. Détrompez-vous, on peut faire fonctionner certains types de marais filtrants s'ils sont bien conçus au Québec, malgré le gel. Mais ça demande encore un petit peu plus de financement en R&D pour faire débloquer les choses, mais aussi dans les règlements du ministère de l'Environnement ou dans les règlements municipaux, ça demande un peu plus de souplesse parce qu'à certains moments, la réglementation est contre-productive. Si on pense, par exemple, à la réduction de la concentration de la charge polluante, ça nous prend une entrée d'eau avec une certaine concentration de polluants, une sortie d'eau, la concentration de polluants est réduite, mais le volume d'eau aussi a réduit. Donc, il faut prendre ça en considération. Ce n'est pas seulement sur la concentration des polluants qu'il faut miser, mais aussi sur le volume total qui sort. Et là, Jacques est en train de développer des marais filtrants complètement fous où est-ce qu'il n'y aura juste plus d'eau qui va sortir. Les plantes vont entièrement faire l'évapotranspiration. Et ça, le ministère de l'Environnement, il se gratte la tête et dit, là, tu fais rentrer de l'eau, puis il n'y en a pas qui sort. Comment on mesure ça? Parce que ça ne rentre pas dans les balises actuelles d'évaluation. Aussi faire des transferts de connaissances, notamment vers les organismes de bassin versant qui pourraient être bien placés pour promouvoir l'adoption de telles pratiques. Dernière technologie, les toitures végétalisées qu'on va souvent appeler toitures vertes. Ça a l'air, selon des conférences antérieures que j'ai entendues avec Antoine Trottier de la Ligne verte, là, l'Ontario est vraiment très avancé dans les toitures végétalisées. Et les Québec, on ne serait pas très loin derrière. Ça a l'air qu'on serait pas mal second. Il y aurait 228 toitures végétalisées à Montréal selon un inventaire des phytotechnologies qui a été fait par Stéphanie Pellerin, qui va venir nous le
le présenter tout à l'heure. Oh, je t'ai volé ton punch. Je m'excuse. Donc, écoutez-moi pas. J'ai rien dit. Je vais passer à l'autre slide tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Bien, c'est qu'il faut reconnaître la multifonctionnalité des toitures végétalisées. Ça ne sert pas rien qu'à retenir l'eau de pluie. Ça sert à plusieurs choses ensemble. Donc, quand on évalue le bénéfice d'avoir une toiture végétalisée, il y a plusieurs critères à prendre en considération. Il faut dresser les sites d'intérêt, chiffrer des objectifs clairs d'implantation. Je reviens d'un voyage à Vancouver, là, les toitures végétalisées poussent partout, c'est vraiment hallucinant. Il doit y avoir une politique derrière ça qui fait qu'il y a un essor vraiment fort. On sait qu'il y en a une politique de ce genre-là à Toronto, puis ça se négocie en ce moment à Montréal. Surmonter les préjugés défavorables, évidemment, et s'inspirer d'autres politiques qui ont été faites ailleurs. Donc, en retour, qu'est-ce que ça prend? Il faut accroître le financement des infrastructures naturelles et des phytotechnologies au niveau fédéral. On sait qu'il y a un budget fédéral qui est alloué à ça, mais il faut vraiment, dans les infrastructures, reconnaître le rôle essentiel des végétaux dans les infrastructures. C'est pas un pont, c'est pas une route, c'est pas un hôpital, mais c'est une infrastructure pareille. Et il faut que ça soit vraiment mis de l'avant dans nos décisions au niveau fédéral. Au niveau provincial, je vais vous en reparler tout à l'heure de la politique du 1 le comité de gestion du Fonds vert pourrait mieux financer. Ensuite, le ministère des Transports du Québec pourrait faire une analyse historique de ces ouvrages parce qu'ils en ont vraiment construit beaucoup. Mettre des politiques aussi pour avoir des phytotechnologies le long des routes. Si on avait des politiques claires qui demandent à ce que les routes, tout ce qui est bétonné, soit mieux géré, je pense que ça pourrait aider. Mais aussi au niveau du ministère de l'Éducation, développer les compétences dans le milieu collégial, c'est essentiel. Et là, bien, le pendant, c'est dans les universités. Bien, le ministère de l'Éducation ne leur dit pas quoi faire nécessairement, mais un appel aux universités aussi à offrir, bonifier un curriculum d'apprentissage pour que déjà la relève de demain soit formée pour mieux connaître les phytotechnologies. Ça aiderait certainement beaucoup. Le ministère le MESI devrait aussi mieux financer les entreprises qui vont vers les phytotechnologies parce qu'il y a quand même des bénéfices économiques. Au niveau municipal, ça va sûrement être par une revue des règlements d'aménagement et d'urbanisme qui vont exiger plus de phytotechnologies là où elles sont utiles sur le territoire. Dresser d'abord un inventaire de où est-ce qu'elles sont sur votre territoire, puis c'est quoi les objectifs que vous voulez faire à l'échelle de votre MRC ou de votre bassin versant. Et finalement, pour différentes organisations, il y a différentes recommandations qui peuvent être mises de l'avant. C'est sûr qu'il faut informer le grand public, ça passe beaucoup par les ONG. Ensuite, il faut bonifier la formation des ingénieurs et des architectes paysagistes parce que les ingénieurs sont excellents pour faire des calculs. Ils peuvent nous calculer des beaux volumes de bassins de rétention d'eau, mais s'ils ne savent pas que les végétaux peuvent faire de l'évapotranspiration, de l'infiltration, il faut adapter les calculs. Donc, c'est vraiment essentiel que la formation des architectes et des ingénieurs soit bonifiée pour inclure les phytotechnologies. On recommande peut-être à la FIOC de dresser un inventaire des types de végétaux à privilégier dans chacune des phytotechnologies et du mode d'entretien aussi qui vient avec eux. Et là, bien, je vois Luce Daigneault qui a l'air bien contente de prendre cette mission-là à bras-le-corps. Merci. En fait, c'est ça qu'on veut. C'est que dans l'étude qu'on a mis de l'avant, il y a plusieurs recommandations et chacune de ces recommandations-là s'adresse à des personnes différentes. Si vous vous sentez concerné, prenez-la, cette recommandation-là, puis allez la pousser plus loin. C'est ça qu'il faut. Je pense que c'est ensemble qu'on va réussir à faire en sorte qu'on ait un Québec plus phytotechnologique. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question? Je vais prendre le micro. Oui, donc un commentaire. Danielle Dagenet, directrice de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage. Je tiens à dire que nous avons un cours de phytotechnologie dans la formation de nos architectes paysagistes qui n'étaient pas mentionnés dans les professionnels. Alors, mais oui, il y a d'autres cours qui vont se développer et c'est très important. Les étudiants en demandent. Voilà. Oui, en fait, vous êtes vraiment les meilleurs là-dedans. Là. Je n'ai pas osé vous lancer trop de fleurs, ça aurait été un peu gênant, là, mais c'est vrai que vous avez une bonne offre à votre université. Et il y a aussi collèges qui commencent déjà à s'intéresser à la question.
Une question rapide. Est-ce que vous, dans cette promotion des phytotechnologies, est-ce que vous prévoyez faire des études d'impact environnementaux, de cycle de vie? Parce qu'on en a fait pour les toits verts, nous, à l'Institut de santé publique. Et puis, il faut y aller un peu mollo en termes d'impact environnementaux avec les toits verts en général, hein, parce que ce n'est pas la meilleure solution pour tous les problèmes, surtout en ville. Bien, c'est certain, un peu comme Jérôme Duprat l'expliquait ce matin, la meilleure chose à faire, puis M. Bégras aussi, c'est de laisser la nature en place. Là. On s'entend qu'un arbre, une forêt vont offrir beaucoup de bénéfices avec très peu de contre-coups technologiques. Par contre, c'est sûr que l'analyse du cycle de vie est aussi quelque chose qui est importante. Puis ça, c'est un appel ici à tous les scientifiques qui sont dans la place de toujours se remettre en question parce que si ça prend des matériaux technologiques pour faire fonctionner la technologie comme une membrane qui est faite en pétrole à quelque part ou des choses comme ça, bien, il faut se poser les questions sur les impacts. Mais c'est sûr que si, avec notre toiture végétalisée, on prolonge la durée de vie de la membrane faite de pétrole qui aurait été là de toute façon, il y a quand même certains bénéfices qui peuvent être dégagés, mais c'est vrai que ça prend un outil d'analyse. Chaque phytotechnologie est unique et aussi est unique dans son emplacement. Donc, à chaque endroit, on ne met pas des phytotechnologies partout juste pour le bonheur d'en mettre. On les met là où elles sont adaptées et qu'elles répondent vraiment à une problématique. Mais c'était une très belle intervention juste avant que tu viennes nous parler, justement.